Bonjour, je m'appelle Michael, j'ai été usineur pendant 17 ans et maintenant responsable de site depuis 3 ans sur le site de Huige Modelage. J'exerce ce métier avec passion depuis toutes ces années et je continuerai à le faire tant que je pourrai. Un usineur, c'est un métier particulier qui nécessite de mettre en forme des matériaux, quels qu'ils soient, que ce soit bois, plastique, aluminium, résine, à l'aide de machines à commande numérique ou traditionnelle, que ce soit en 3 axes, 4 axes ou 5 axes, en fraisage ou en tournage. Aujourd'hui, je gère le site Huige Modelage depuis 3 ans, ce qui comprend en fait la gestion des commandes, des devis, des appros, du lancement à l'atelier, de la gestion de l'équipe, des fournisseurs matières, de pouvoir répondre à la clientèle dans un délai très court, tout en apportant mon expertise technique que j'ai acquis depuis plus de 20 ans dans l'atelier. J'ai été à l'atelier pendant 18 ans avant de prendre la tête de la société Huige Modelage. J'ai commencé il y a 18 ans à peu près en tant que stagiaire à la société Huige Modelage avec l'ancienne direction. J'ai appris à programmer sur les logiciels de CFAO, Mastercard et WorkNC. J'ai ensuite commencé à usiner sur des machines 3 axes de petite taille et de fil en aiguille, on a monté en gamme et en capacité de machine. J'ai terminé l'usinage avec une machine de 3 mètres par 2 en usinage 5 axes. J'ai géré la totalité de l'atelier, que ce soit sur toutes les machines, en fraisage et en tournage quand on a développé pendant 2 ans une activité de tournage numérique. Moi, je leur conseille, c'est d'aller jusqu'au bout de leurs études, de savoir de commencer par exemple par un CAP ou un BEP dans le métier d'usinage, apprendre à cuber une pièce de façon traditionnelle avec les fraiseuses et tours classiques, pour après basculer dans le monde numérique avec la programmation, avec les logiciels de CFAO. Au final, la pièce sera la même, c'est le même rendu, mais d'avoir ces deux approches différentes, ça permet de comprendre la pièce. Au départ, quand tu fais ton premier cubage sur une fraiseuse traditionnelle, il faut commencer vraiment, pas en bas de l'échelle, j'aime pas dire ça, mais vraiment par le métier de base d'usineur, de prendre la matière à cœur, de la fraiser, de l'usiner, de l'ébavurer pour comprendre comment elle fonctionne et comment elle réagit. Je pense qu'il faut une certaine expérience du terrain pour pouvoir, auprès des clients, vendre ce qu'ils ont besoin d'acheter en fait. C'est pas juste un prix sur un bout de papier, il faut pouvoir justifier ce prix et de comprendre ce que tu as fait dans l'atelier. Combien de temps ça va prendre pour créer une pièce, pour la cuber, pour la programmer. Il faut que tu as besoin de connaître ce métier et de savoir ce qu'il a besoin. La plus grosse galère que j'ai eue, c'est quand j'ai développé le tournage numérique, où pendant 3 jours, je me suis cassé la tête sur une pièce et elle ne voulait pas faire ce que je lui demandais. Il manquait un code, il manquait une information que personne ne trouvait. Et j'ai pas réussi, en prenant tous les bouquins, en prenant les formateurs au téléphone, en prenant les réparateurs, tout le monde, à débloquer ce problème. Et ça m'a tracassé pendant 2-3 jours. Et bizarrement, en pleine nuit, je me suis refait la pièce complète en dormant inconsciemment. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé une solution à ce moment-là. Et quand je suis arrivé le matin, je suis arrivé plus tôt exprès pour juste développer cette méthode et ça a fonctionné. Et j'ai sorti le projet à ce moment-là. Pardon. Les deux sont compliqués parce qu'on boit beaucoup de café pour pouvoir répondre aux fichiers. Si tu n'as pas de fichier, tu peux boire tous les cafés du monde, tu ne vas pas résoudre ton problème en fait. Donc aujourd'hui, tu as besoin d'un fichier, tu as besoin d'un plan. Donc les deux vont ensemble. Le café aide au quotidien. Mais après, s'il n'y a pas de café, tant qu'il y a la bonne humeur, c'est le principal. Ce que les gens se rendent pas compte, c'est vraiment de l'implication qu'on met sur chaque devis. On ne fait pas un devis juste pour avoir rempli un fichier Excel. On fait le devis parce que ça nous plaît de le faire et on y met notre âme pour le faire en fait. Une affaire bien menée pour moi, c'est une affaire qui est sortie dans les temps dans l'atelier, sur lequel on n'a pas dépensé plus de matière que ce qui avait été prévu et qu'on n'a pas cassé plus d'outils que ce qu'on avait imaginé. À partir de là, on considère que notre boulot est bien fait. Donc si le client est content, qu'il a acheté au bon prix et qu'on a passé le temps juste dessus, on peut être que content. La question elle est tordue en fait. Moi, je suis fier de ce que je fais, mais c'est pas mon métier qui me rend fier. Je suis très fier de ce que je fais, je suis très fier de ce que je propose. J'aime bien quand les journées se déroulent sans problème, mais mon quotidien c'est de régler des problèmes. Ça fait partie de notre boulot tout le temps. Et oui, quand tu pars le soir et que ton bureau est vide parce que tu as tout rempli, tu te dis que tu as bien organisé ta journée. Tu es content du travail que tu apportes au quotidien, mais pas ce que le travail t'apporte en fait.
La pièce la plus compliquée que j'ai réalisée à ce jour, c'était une pièce de fonderie en réusinage pour l'industrie médicale. C'était une pièce qui faisait à peu près 1 mètre carré en dimension, un petit peu moins, sur 600 de haut, sur lequel il fallait faire un usinage de reprise complet, de trous en position, de taraudage et d'alésage avec des outils qui allaient jusqu'à 400 mm de longueur. Il fallait allier la rotation de l'outil en fonction du matériau, donc de l'aluminium de fonderie, des porosités. On avait un risque énorme que l'outil explose en plein usinage, que la pièce soit morte. Et donc on a développé un tas de techniques, de gabarits, de programmes spécifiques pour pouvoir sortir la pièce. En termes de timing, c'est un travail qui a représenté à peu près 1 semaine de boulot en continu, entre 8 et 9 heures par jour, mais qui a fonctionné au final et le client était très content. On adore les défis, on adore les moutons à 5 pattes, les nouvelles pièces, les nouveautés, les matériaux que personne ne veut usiner. Nous, on fait toujours le challenge de les usiner chez nous parce qu'on aime ce goût de la matière, ces challenges de prendre un outil qui n'est pas prévu pour ça et d'essayer de taper dans une matière que personne n'aime en fait. L'usinage le plus ambitieux que j'ai fait ici, c'est quand on a développé le pôle tournage en commande numérique. N'ayant aucune formation tournage, aucune formation tournage numérique, j'ai été formé par un ancien qui est parti, mais très rapidement, en l'espace de quelques jours, et on a dû lancer des productions de pièces complexes, qui étaient en 4 axes, fraisage et tournage en même temps combinés, et on a dû en fait rechercher des programmes qui existaient, les analyser, les comprendre, les interpréter pour qu'on puisse les redévelopper en fonction de nouvelles pièces. On a fait beaucoup de copier-coller pour commencer, pour pouvoir à la fin développer des programmes complets sur des pièces nouvelles. J'ai découvert ce métier quand j'avais 14 ans, quand on a dû faire les stages en 3e. Il y avait une entreprise d'usinage derrière chez moi. J'ai fait 3 jours là-bas pour apprendre ce métier, pour découvrir sans connaître ce que c'était qu'un copeau ou une fraise. Et j'ai continué dans cette activité pendant mes vacances scolaires parce que ça m'a plu tout de suite en fait, le fait de pouvoir tailler la matière et de donner vie à des morceaux un peu bruts sur des formes 3D. Et j'ai jamais quitté ce domaine, j'ai fait toutes mes études dans cette activité et j'ai toujours continué depuis l'âge de mes 14 ans. Oui, j'ai été la première boîte sur laquelle j'ai fait un gros stage. Donc j'ai fait des petites entreprises en usinage classique pour apprendre le métier. J'ai découvert la société Wish quand j'avais 18 ans, quand j'étais en BTS. J'ai fait mes stages là-bas pendant 2 mois, je crois. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, qu'un ancien collègue a eu un accident. Et donc j'ai été rappelé en urgence après mon examen pour pouvoir reprendre son activité, pour dépanner le patron. Et à l'époque, monsieur Wish, et donc je suis resté là-bas depuis toujours. Il n'y a pas vraiment de plus belle pièce qu'une autre en fait. Toutes les pièces, elles ont une histoire derrière en fonction du client, en fonction de ce qu'il a besoin. Et chaque projet, on met tout notre cœur pour la réaliser, pour qu'elle soit bonne et dimensionnellement et esthétiquement parlant. Il y a des pièces qui sortent de l'ordinaire. On a fait des nez de train pour un TGV. On a fait des toutes petites pièces qui tiennent dans le creux de la main. Mais chaque pièce a sa particularité et on essaye de mettre tout notre cœur vraiment sur tous nos projets. Toutes mes pièces, je les ai vraiment vues. Je les vis en fait mes pièces. Je les programme la nuit en dormant. Enfin, tu vois, il n'y a pas une pièce que tu te dis waouh, celle-là extraordinaire, parce que la semaine suivante t'en fais une autre qui est aussi extraordinaire en fait. Tu vois, autant tu me dirais quelle pièce est pourrie, bah ouais, faire un chanfrein 4000 fois le même, ouais. Mais au final, quand tu l'as développé au départ, c'est quand même un challenge, donc t'es quand même content. Le fait de l'imaginer, la mise en position, l'isostatisme, le réglage, ça reste un super projet à la base. De choisir le bon outil, la bonne programmation, et tu peux faire 2 pièces. Je parle pas sur des séries, mais sur la pièce unitaire, tu peux en faire deux l'une derrière l'autre. Bah, elles auront un aspect différent, elles auront une histoire différente en fait. En fonction de ton humeur du matin, de la température de ton atelier, de tout ce qui peut, de ton environnement quotidien, tu peux avoir 2 réactions différentes, tu peux faire 2 pas successives et avoir 2 états de surface différents. Pourtant, t'as rien changé, c'est la même machine, la même matière, mais pourtant, t'as pas le même résultat. Qui sait va le garder ce petit morceau-là? T'es un escroc en fait. Il fume en continu depuis tout à l'heure. Si l'atelier prend feu, la première chose que je ferai en tant que responsable de site, mais même en tant que cuisineur avec mes collègues, c'est de sortir tout le monde en fait, de sortir l'humain. Les machines, ça reste que du matériel. Une machine, ça se remplace. Un bonhomme, avec toute l'expérience qu'ils ont, tu peux pas en fait. On se connaît tous depuis plus de 20 ans, donc ça tisse des liens en fait. Et aujourd'hui, la première chose que tu dois faire, c'est sauver l'humain, sauver tes collègues en fait. Bah, je prendrais le pied à coulisses parce que ça peut servir dans beaucoup de domaines, même chez toi. Ok. Bon bah je prendrai son pied à coulisses avec si ça peut lui faire plaisir. Oui,
les usineurs pas dans leur machine. Bizarrement, tous les matins quand j'arrivais dans l'atelier, je leur disais bonjour en entrant dans l'atelier, je leur disais merci quand elles sortaient une belle pièce et je les insultais quand elles faisaient pas ce que je voulais. Pas sûr que les secrétaires elles parlent à leur clavier ou à leur écran, mais on a des outils qui vaut quand même plusieurs millions d'euros dans les mains et donc t'attends d'elles qu'elles fassent quelque chose de bien, mais elles peuvent pas le faire sans toi. Et donc tu crées cette relation et ouais, très souvent le matin, je leur disais bonjour en rentrant dans l'atelier quand j'étais tout seul. Alors quand il y a des gens, tu parles pas, tu te retiens, mais quand tu es tout seul, tu leur parles en fait. Mais oui, les usineurs parlent à leur machine. En tout cas, moi je parle aux miennes. Oui, très souvent. Tu te réveilles des fois en pleine nuit quand tu as lancé un usinage toute la nuit en te posant la question est-ce que j'ai bien réglé l'outil numéro 32 ? Est-ce que j'ai bien pensé à la surépaisseur ? Est-ce que j'ai pas oublié de mettre une bride ? Et là, ça t'angoisse toute la nuit et quand tu arrives le matin, la première chose que tu fais avant de poser ton sac, c'est que tu vas à ta machine pour vérifier que ton usinage s'est bien passé. Je comprenais pas ta phrase en fait. Sur une échelle de 1, je dirais que je suis à 5 centièmes à peu près. Parce qu'on est sur des matériaux tendres qui vivent en fait au quotidien. Le bois, ça bouge tout le temps. 5 centièmes dans le bois, c'est déjà exceptionnel. Sur les mousses, tu peux encore le tenir. Sur l'alu, c'est possible. Sur l'acier ou sur les pièces de métrologie, tu dois pouvoir tenir le micron. Mais 5 centièmes sur la pièce mécanique, c'est tenable. Le bruit d'une galère, c'est quand tu commences à entendre une vibration qui arrive. Là, tu te dis soit tu as cassé une arête de coupe, soit ta plaquette est partie, soit ta pièce est en train de se desserrer, ou soit c'est un bruit normal parce que ton ébauche est terminée et que tu termines sur une feuille en fait que tu es en train d'usiner. Dans ces cas-là, tu regardes ta montre et tu analyses ce que tu as lancé auparavant. Si tu n'es pas piqué la machine, tu te dis « Oh, alors, c'est la fin de l'ébauche ou elle va changer d'outil, ou tiens, ça fait 3 heures que ma plaquette elle tourne, à mon avis, il va peut-être falloir la changer. » Mais c'est des bruits, pas des bruits nouveaux, c'est des bruits qui font partie de ton quotidien et que tu peux presque retrouver tous les jours. On voit jamais d'usineur dans les films parce qu'en fait, ce métier a souvent été dévalorisé. En gros, moi, quand j'ai fait mes études, tous ceux qui avaient une mauvaise moyenne à l'école, qui travaillaient mal, qui s'en sortaient pas, qui avaient des grosses difficultés, on leur disait tu finiras usineur en fait. À l'époque, les 3/4 des gars de ma classe pensaient qu'on allait fabriquer des marteaux. Quand on leur dit tu vas faire usineur dans l'outillage, je vais fabriquer des tournevis et des marteaux. Et en fait, ils connaissaient pas le métier. Alors qu'en fait, aujourd'hui, grâce au réseau, on voit beaucoup de pièces qui sont extraordinaires. On voit des tours Eiffel qui sont usinées, des voitures, des casques de cross ou quoi. Et les pièces, elles sont incroyables en fait. Il n'y a pas un outil particulier qui... Peut-être un micromètre, tu dois le prendre avec délicatesse, en prendre soin, et c'est toujours agréable quand on prend soin de soi en fait. Ah, la phrase de bain.